Bonsoir les amis, nous sommes le vendredi 7 août 2020, c'est la canicule, on annonce partout des températures dépassant les 40 degrés dans beaucoup d'endroits, et moi je vois beaucoup de personnes souffrir, énormément souffrir à l'extérieur, surtout des personnes âgées avec leur masque. Et donc quasiment il est impossible d'aller à l'extérieur sans se toucher ce masque, sans se gratter, c'est juste impossible. J'ai rencontré une vieille dame qui avait l'air de souffrir, elle m'a dit mais j'ai le nez qui coule, mais j'ose pas me moucher. C'est juste hallucinant. Donc, par la même occasion, notre président, qui s'inquiète toujours pour notre santé, dit qu'il il recommande de prendre l'habitude de porter le masque. Prendre l'habitude de porter le masque, d'accord. Lui, par contre, quand il est hors caméra, il est jamais sans masque. Mais nous, on doit prendre l'habitude de le porter. Donc, je me suis demandé si évidemment, une nouvelle loi peut très bien tomber, hein. Le masque était inutile pendant l'épidémie, nous on recommandait le port du masque, afin de limiter, hein, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient malades, donc qui rejetaient des gouttelettes d'aérosol, mais là c'était inutile, n'est-ce pas? Tandis que maintenant, on a des cas positifs, des personnes asymptomatiques qui ne toussent pas, est-ce que vous voyez des gens tousser, éternuer, vous, dans la rue? Moi j'en vois pas, je vois des gens transpirer, certes. Alors qu'est-ce que l'on sait de la transmission de ce virus? Est-ce que quelqu'un peut être sûr et certain qu'il se transmet par aérosol? Je pense pas, hein. S'il y a un scientifique qui est sûr et certain, bah, il peut venir sur ma chaîne et bien nous l'expliquer. Donc je me suis demandé, est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen de protection, vu que si on va vers l'obligation, autant avoir un petit coup d'avance, hein, du port du masque, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre système de protection qui ne soit pas aussi contraignant que ce masque, c'est-à-dire qu'on met dans la poche, qu'on retouche, qu'on utilise, qui coûte une fortune, hein, si on l'utilisait vraiment comme on devait, et on devrait se balader tous les jours avec un gel hydroalcoolique qu'on a acheté, se nettoyer les mains, mettre le masque, ensuite, quand on veut l'enlever, il faut le jeter, hein, sinon, comme on l'a vu dans mes précédentes émissions, il va être imbibé de streptocoque, staphylocoque, champignons, fumigatus et aspergillus. Donc c'est un masque, une fois de plus, a été fait, chirurgical, a été fait pour être porté dans des ambiances d'hôpitaux, ventilés, euh, souvent des fois basse pression, et pas pendant des heures à 42 degrés au soleil. Ça n'a jamais été le cas. Je vais demander à deux spécialistes dans cette devenir sur cette émission avec moi, mais je vais vous montrer avant une publication très intéressante du CESPA. Le CESPA, c'est le Centre d'épidémiologie et de santé publique des armées. Et donc le CESPA a fait un rapport sur la contamination au groupe pour le Charles de Gaulle. Et c'est très très intéressant. Donc là, je vais vous donner ce que j'ai pris d'un médecin qui est spécialiste de la santé, qui est spécialiste de la sécurité, pardon, que je vais vous présenter dans l'émission, et qui dit on s'interroge sur l'importance de la transmission aérosol. Les éléments saillants de ce rapport que je vous mets, que vous pouvez télécharger, c'est vous cliquez et vous allez avoir le format PDF du rapport. Le premier cas serait apparu fin février avec réintroduction successive de plusieurs souches différentes sur plusieurs escales. La dynamique de l'épidémie montre que malgré la promiscuité extrême, couchage collectif qui accueille de 10 à 40 personnes et l'absence de port de masque la nuit, hein, quand ils dorment, le taux de reproduction est resté plutôt bas, ce qui n'est pas en faveur d'une transmission principale par les aérosols. Le concert à bord le 30 mars avec 532 participants a sans doute été un événement super propagateur, consommation de boissons, buffets, chants, cris, ça tout le monde le sait. Les cas graves ont eu pour plus de 50% d'entre eux des diarrhées, ce qui interroge sur la voie de pénétration du virus, signe précédant largement les signes respiratoires. Donc ça aussi, vous voyez, hein, quand je vous dis que tous les jours on ne sait pas comment ce virus se propage. Moi j'ai des amis très proches, hein, la femme a eu le Covid, lui ne l'a pas eu, et pourtant chaque nuit il dormait à côté d'elle, ça c'est sûr et certain. Je vais vous présenter un rapport que vous pouvez, là aussi je vous mets dans les liens, qui dit quoi? Qui dit que les écrans faciaux en plastique, vous savez ça? Écrans faciaux, voilà, donc on peut le mettre hein, autour de la tête, hein. Voilà. Là je respire. J'ai pas de buée sur les lunettes, il y a ça. Et donc,
Qu'est-ce que ça dit? Ça me gratte pas, hein, surtout ça me gratte pas. Et voilà. Ça dit que les écrans faciaux en plastique simple présentent de nombreux avantages par rapport aux masques médicaux classiques. Ils sont faciles à nettoyer pour être réutilisés et confortables à porter. À la lumière de la propagation du Covid-19, le potentiel des écrans faciaux en remplacement des masques médicaux en tant que recommandation à la population générale a été testé. Les tests d'efficacité de l'équipement de protection ont été utilisés. Un simulateur de toux qui a été soigneusement réglé pour reproduire la toux humaine en termes de distribution de la taille des gouttelettes et de vitesse de sortie. L'équipement de protection testé était porté sur une tête de mannequin simulant la respiration humaine. Un calibreur de particules aérodynamiques a été utilisé pour analyser la concentration et la distribution de taille des petites particules qui atteignent les voies respiratoires de la tête du mannequin. De plus, des papiers sensibles à l'eau ont été collés sur et sous l'équipement de protection testé et ont ensuite été photographiés et analysés. Pour les gouttelettes de plus de 3 micromètres de diamètre, l'efficacité des écrans pour bloquer les gouttelettes contre la toux s'est avérée comparable à celle des masques médicaux ordinaires, avec une protection améliorée sur les parties du visage que le masque ne couvre pas. De plus, pour des particules plus fines de l'ordre de 0,3 à quelques microns, un écran s'est révélé encore plus performant, bloquant environ 10 fois plus de particules fines que le masque médical. Cela implique que pour la population générale qui n'est pas intentionnellement exposée à des personnes infectées confirmées, il convient d'envisager de recommander l'utilisation d'écrans faciaux comme alternative aux masques médicaux. Donc vous voyez, c'est plus efficace, on va le voir en vidéo avant de rejoindre nos invités.
C'est surprenant, n'est-ce pas? Donc voilà, ça c'est le travail réalisé par le docteur Jean-Marie Wendling, médecin préventeur santé au travail. Il a un DIU de toxicologie industrielle en ergonomie et il est formateur agréé à l'ARS de Strasbourg. Et donc on va le rejoindre avec aussi un autre invité et ils vont se présenter à vous. Bonjour Jean-Michel et bonjour Laurent. Bonjour Sylvano. Alors, Laurent, présente-toi. Alors, Laurent Didier. Alors, j'ai l'insigne honneur d'être le dirigeant d'une petite société en Alsace qui s'appelle 3DS. On développe et on fabrique des imprimantes 3D. Et puis, au moment de l'apparition de notre ami Covid-19, il y a une grande demande sur des objets imprimés en 3D, des visières, des choses qui allaient protéger les mains lorsqu'on allait toucher des objets, etc. On s'est inscrit dans la visière 3D. Pourquoi? Parce qu'on a du parc, donc on a commencé à lancer les choses. On s'est vite aperçu qu'on allait être submergé et surtout qu'on n'allait pas réellement répondre à la demande. Une demande qui était en fait de pouvoir produire des visières qui répondent à des standards. C'est normal, quand on fabrique quelque chose, on est responsable de sa fabrication. Et très rapidement, on s'est aperçu que si on faisait des visières qui n'étaient pas dans l'ordre des choses, on allait avoir des soucis. Donc, moi, j'ai participé avec 5 autres entreprises à une grosse initiative de la part de la Fédération française de la plasturgie et des composites qui était, est-ce que la Fédé et les gens qui travaillent dans le plastique, parce que le plastique, c'est toujours très intéressant malgré tout ce qu'on raconte, est-ce qu'on allait pouvoir faire quelque chose? Donc, très rapidement, on a réussi à développer en quelques semaines une visière. La visière aujourd'hui, eh bien, c'est la seule qui est un EPI de catégorie 3. Et catégorie 3, pourquoi? Parce que, à la vue des normes européennes et françaises, elle protège naturellement d'un danger mortel qui est donc le Covid-19. Donc aujourd'hui, nous avons en France des gens qui ont travaillé, qui ont sorti une visière qui est spécifique pour le Covid. Voilà. On verra toutes ces normes un petit peu plus tard. Jean-Michel. Merci pour l'invitation. Je suis médecin de prévention, médecin du travail. Alors là, aujourd'hui, j'interviens pas en tant que médecin du travail du tout, puisque la présentation et les échanges qu'on va avoir, c'est plus dans le champ de la protection population totale. La problématique des soignants, des gens hyper exposés, c'est un sujet qu'on va pas aborder. Ça nécessite effectivement des niveaux de protection qui sont pas du tout les mêmes que ceux de la population générale. Et l'idée, donc, ça a été dès le départ de s'interroger compte tenu du manque d'équipement, il a cruellement manqué de masques, c'est pas le sujet, mais en tout cas, c'est ce qui a motivé l'idée de trouver quelque chose d'alternatif, qui n'était pas du consommable, mais du durable, fabriqué maison. Et il y a eu plein d'initiatives, il y a eu la mienne par la fabrication maison avec effectivement la création d'un petit écran facial qui a fait 200 000 vues sur YouTube. Mais il y a des entrepreneurs qui ont complètement changé leur production, notamment à Sarzeau ou à Strasbourg, et qui ont réorienté leur production sur la fabrication de dispositifs barrières transparents, confortables. Donc, avec l'évolution de la situation, on a essayé de voir comment on pouvait positionner ces produits. Petit à petit, il y a beaucoup de gens, notamment des bénévoles, qui par l'impression 3D ont eu les mêmes idées et ont produit des centaines, des milliers, des millions d'écrans faciaux, principalement pour protéger les porteurs. Et là, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le changement de paradigme qu'on a porté depuis le début, c'est-à-dire de porter l'idée que de protéger les autres était plus efficace que de se protéger soi. Et notamment, la problématique qu'on a avec le Covid, c'est qu'on a une quantité importante de gens qui sont des asymptomatiques. Et à partir du moment où on est asymptomatique, on ne se sait pas malade. Et en parlant, en criant, en chantant, on émet des microparticules virales qui sont contenues dans la salive, avec potentiellement le risque de contaminer son environnement et les gens qu'on a autour de soi, les proches, ou sa famille, ses collègues, les gens qu'on croise dans la rue, les amis, ou des fruits et légumes qu'on achète au supermarché. Et voilà comment a démarré cette aventure de l'écran
projection de salive émise ou EAP. Voilà un petit peu la démarche que j'ai conduite là. Alors, je vais vous présenter peut-être la partie un petit peu théorique pour introduire les propos. Donc voilà, les propos sont les suivants. La question, c'est le masque chirurgical du grand public, l'écran facial, finalement, quand, comment, quelle stratégie et finalement, quelles sont les bonnes questions à se poser. Alors, un petit rappel, le virus, on sait qu'il y en a dans la salive, on sait un peu moins qu'il est dans les selles. Les selles, c'est sans doute un problème, mais c'est pas le problème qu'on va aborder aujourd'hui. La salive, elle est projetée. Il y a des scientifiques qui ont évalué une distance de projection et elle est composée arbitrairement de manière théorique de deux phases. Une phase qui est constituée de macro-gouttelettes, traditionnellement de plus de 5 ou 10 microns, qui parcourent des distances relativement courtes, 1 mètre, 1 mètre 50 en fonction de la parole, du niveau de parole, de l'atout, de l'éternuement. Donc, les macro-gouttelettes, dont on sait de manière certaine qu'elles sont contaminantes, et puis les aérosols, qui restent un sujet encore polémique, où tout le monde n'est pas d'accord, qui contiennent sans doute du virus, ces aérosols parcourent des distances beaucoup plus importantes, mais dont le risque de transmission n'est pas complètement validé et établi. On sait que en milieu hospitalier, sur des concentrations aérosols fortes, il y a vraisemblablement un risque. Pour le grand public, c'est pas évident, et en espace extérieur, on n'y croit pas trop, parce qu'en espace extérieur, on a des UV, notamment des UVC, et donc ces aérosols sont vraisemblablement pas trop impliqués. Alors, les aérosols, ils ont été finalement simulés en simulation 3D informatique. Il y a plein d'entreprises qui ont réalisé des simulations informatiques qui nous donnent une petite idée des distances de parcours. Et la distance de sécurité en France, qui est de 1 mètre, est un peu atypique, puisque globalement, dans les pays, on propose plutôt une distance de sécurité de 2 mètres. Alors, concernant le changement de paradigme, effectivement, l'idée, c'est de protéger les autres, parce que expérimentalement, il a été prouvé de manière absolue que c'était plus efficace, tout simplement par une expérience qu'a fait un chercheur hongkongais. Il a pris des cages de hamsters, comme vous le voyez là sur la photo, avec des hamsters malades du côté gauche et des hamsters sains du côté droit, et il a mis en relation les cages de gauche avec les cages de droite par un dispositif de ventilation forcée, donc un ventilateur. Et il a regardé sur une cage où il ne mettait pas d'obstacle ce que ça donnait. Et après une semaine, environ 2/3 des hamsters sains qui étaient du côté droit se sont retrouvés contaminés. Et puis il a mis ensuite sur l'étage intermédiaire un dispositif qui est en fait tout simplement du tissu de masque chirurgical pour voir ce que ça donnait. Donc en mettant la protection sur les gens sur les hamsters plutôt, qui sont les cibles. Et là, il s'est rendu compte qu'il y avait une réduction importante du nombre de malades et qu'elle descendait de 2/3 à 35%. Et enfin, il a mis la protection au niveau des émetteurs, donc dans l'idée de protéger les autres. Et là, il s'est rendu compte que 15% seulement des hamsters tombaient malades. Donc on voit bien que la logique de la protection d'autres est plus efficace et que finalement, d'arrêter l'émission à la source, et vraisemblablement, c'est un peu du bon sens, quelque chose d'efficace. Alors là, une petite image. On prend un ventilateur, vous savez, les ventilateurs qui génèrent en même temps des aérosols en été pour générer de l'humidité, de la fraîcheur dans les restaurants. Et puis on imagine que là, cet générateur d'aérosols, c'est un malade qui génère des particules de salive contenant du virus. Donc un émetteur qui éternue, qui pulvérise sur 10 récepteurs. Et là, si vous voulez protéger les 10 récepteurs, eh ben, ça veut dire qu'il faut les équiper tous. C'est sur le plan de la stratégie d'efficacité, de protéger 10 personnes, c'est 10 masques, c'est potentiellement 10 écrans faciaux. Et l'idée qu'on a en prévention en général, l'idée c'est finalement de réduire l'émission à la source, qu'on soit sur un polluant chimique d'ailleurs, ou un polluant biologique. Donc voilà finalement le résultat de mettre un écran barrière. Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, les aérosols sont arrêtés, plus ou moins nets, et se dispersent à la fois en haut et en bas. Et on voit bien que là, si on équipe l'émetteur et que en plus on équipe le récepteur,
où les récepteurs, on est sur une performance vraisemblablement importante. Et là, on est sur une logique de protection collective. Alors, le rôle des asymptomatiques, finalement, déjà, on ne sait pas trop qui est asymptomatique, sauf à tester de manière totale toute la population française ou alsacienne. On n'a pas trop d'idées. Alors, les Islandais ont fait ça sur 10% de leur population. Ils sont arrivés aux alentours de 45-50%. Et puis, il y a plusieurs études qui, en fonction des populations testées, plus ou moins jeunes, permettent d'évaluer ça entre 15 et 70%, donc des gens qui sont porteurs du virus, qui ont du virus dans la salive et qui, en parlant, éternuant, criant, vont disperser comme un malade. Pareil, sauf que la différence, c'est que le malade, il se sait malade et que, comme par analogie avec l'épidémie de sida, le comportement du malade est différent. Il protège les autres, se sachant malade, spontanément, il prend des précautions. L'asymptomatique, il fait pas attention, il se promène comme n'importe qui, il parle, il chante, il va dans les stades de foot, il va dans les soirées, il va dans les discothèques, et il transmet. Les enfants, c'est un sujet récent où une publication américaine a alerté sur le fait que la charge virale, contrairement à ce qui avait été dit précédemment, pouvait être de 10 à 100 fois plus élevée. Donc, il y a eu des prélèvements au niveau du nez qui ont été faits, et on se rend compte que les enfants de moins de 5 ans, notamment, sont potentiellement des enfants très portants. Parallèlement, en réaction à cette publication, il y a des pédiatres et des infectiologues qui sont intervenus pour dire que c'est pas parce qu'on trouvait des charges virales très importantes chez des enfants complètement asymptomatiques que forcément c'était des sources d'hypercontagion. Et les éléments qui sont déployés, c'est que ils sont plus petits, qu'effectivement sur le plan de la balistique, quand ils chantent, ils crient, vraisemblablement ces macroparticules de macro-gouttelettes de salive tombent plutôt au sol que dans le visage des parents ou des adultes. Et donc plus petit, moins haut, moins d'émissions de particules. Donc je dirais que la problématique du risque n'est pas tellement liée à l'individu, mais plus à ce qu'il fait, à ce qu'il émet comme salive. Quelqu'un qui est plein de virus dans la bouche et qui n'ouvre pas la bouche parce qu'il est au cinéma et qui regarde une séance, un film ou au théâtre, vraisemblablement émet très peu. Quelqu'un qui est dans une discothèque, qui chante, qui crie, dans un stade de foot ou dans une manifestation effectivement où il y a de l'agitation, des bières, de l'alimentation, disperse et transmet. Donc on a des événements sans doute super propagateurs et des comportements sont comme ça super propagateurs. Alors, on en arrive au sujet du masque. Comment est-ce qu'on teste l'efficacité du masque? On va aller un petit peu dans des choses un peu techniques, et notamment des éléments de normes, puisque ces masques sont testés pour donner des indications de performance, à la fois de filtration bactérienne, de respirabilité, de résistance aux projections et de propriétés microbiennes et de biocompatibilité. Il y a deux points qu'on va aborder. L'efficacité de filtration bactérienne. Alors, il faut savoir déjà, c'est pas du virus, c'est un inoculum bactériologique. Et on génère des aérosols finalement de plutôt grosse taille puisqu'ils font 3 microns. Le virus est beaucoup plus petit et les aérosols également beaucoup plus petits. Et surtout, ce qu'on va tester, c'est du tissu qui est fixé dans une enceinte complètement fermée dans laquelle on va injecter cet aérosol et puis on va regarder ce qui sort de l'autre côté, la partie basse. Et puis on va regarder combien il y a d'inoculums de bactéries qui poussent de l'autre côté et on attend une certaine performance. Donc vous voyez déjà, on est sur un protocole qui n'est pas avec un virus, on est sur un protocole où on est sur des aérosols de taille plutôt moyenne et pas très fine. Et puis on est sur un dispositif où on force le passage au travers du masque. Deuxième test, la respirabilité. Donc là, pareil, c'est finalement la capacité du masque à laisser passer l'air, ce qui apporte son confort. Et là, même chose, ce qui se passe, c'est qu'on met finalement un bout de tissu de masque dans une enceinte fermée, on crée du vide en aval,
et on regarde finalement quelle est la différence de pression entre l'amont et l'aval. Et on regarde finalement comment ça passe. Donc finalement, le masque, de par sa caractéristique de filtration, va entraîner une résistance au flux aérien. Et donc cette résistance, c'est celle qu'on sent quand on prend le masque sur le visage, vraiment collé contre la bouche et qu'on essaye d'aspirer au travers. Et on voit finalement le masque se colle sur la bouche et à l'expiration, se détend. Donc là, s'il apparaît de cette manière, c'est que vous êtes plutôt dans un espace, un masque bien conformé sur le visage et qu'il y a une partie de l'air qui passe au travers. Et le problème, c'est qu'il y a des fuites. Et donc, quand on simule des fuites sur cet ensemble, c'est un test qui a été fait pas plus tard que hier dans un organisme notifié qui est belge. Donc, merci à la Belgique. Ils ont fait une petite ouverture de 5 mm en aval pour créer une microfuite de 5 mm. Et qu'est-ce qu'on constate? Que les débits en amont baissent de plus de 50%. Donc ça veut dire que finalement l'air passe par là où c'est le plus facile de passer, évidemment. Qu'est-ce que ça donne en réel? Là, on est dans du laboratoire. Maintenant, on passe à la situation réelle. Eh ben, l'étanchéité au visage, elle n'est pas bien évaluée. Alors, il y a une présentation du GRES, du groupe d'exposition des soignants au risque biologique. Il y a notamment le docteur Abidou, qui est une référente dans ce domaine, qui travaille actuellement à l'INRS, qui en 2006 avait fait une présentation qui mentionnait que les fuites totales sur le masque chirurgical, selon les publications, allaient de 42% minimum à 100%. Ces éléments ont été repris en simulation à la fois informatique et réelle. Et vous voyez là qu'en simulation informatique, une société qui s'appelle l'ANSYS, qui en a fait plein d'ailleurs, vous voyez dans la situation en haut, dispersion, éternuement, tout, les distances de parcours, et simulation finalement avec un masque, avec toutes les fuites par au-dessus, au travers, par dessous. Le résultat, c'est quoi? C'est que finalement, ça part dans tous les sens. Mais ce qui est intéressant quand même de dire, c'est que la cible qui est située à 1 mètre ou à 2 mètres va prendre une concentration de charge virale beaucoup plus faible, en tout cas un peu plus faible ou beaucoup plus faible, en fonction de la manière dont le masque est porté. Une autre simulation à droite, c'est pareil, avec au milieu la simulation des fuites quand on met la main devant la bouche et qu'on touche et qu'on lui permet. Voilà. Alors la vraie question, c'est où vont toutes ces fuites? Alors là, c'est des situations réelles où il y a des mannequins qui ont été équipés de masques et où on a mis sous pression finalement le dispositif au travers du masque et on voit selon différentes techniques avec des aérosols ou des fumées qui sont des aérosols extrêmement fins, ce qui traverse et ce qui sort au-dessus, en dessous, donc en fonction de la typologie du masque, du fait que c'est tissé une couche, que c'est un bandana, que c'est un masque chirurgical ou un masque tissé normé, et ben on a dans tous les cas des fuites, et surtout les fuites sont très fonctionnelles de la manière dont le masque est porté. Avec différentes techniques, on tombe sur finalement des visualisations et des conclusions. Alors en résumé, qu'est-ce qu'il y a à retenir? C'est que le masque chirurgical, selon la norme, fait 95%, le grand public 70%, pour des particules qu'on a vues de 3 microns, donc de basse taille, sauf que ça c'est en laboratoire. Et que en pratique, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ce dont on est sûr, c'est qu'il y a des fuites en haut, en bas, sur les côtés, et surtout qu'un masque, ça ne protège pas les yeux. Malgré cela, je pense que les études épidémiologiques et observationnelles de population montrent que la protection par le masque est super efficace, à considérer qu'elle soit associée à la distance. Et on a vu les pays très tôt qui ont mis en place la protection par un dispositif barrière, quel qu'il soit d'ailleurs, un masque normé, pas normé. La République tchèque a proposé très rapidement que tous les gens qui sortent soient équipés d'un tissu, d'un masque fabriqué maison. On ne se pose pas la question de normes quand on est en guerre. On y va, on se protège, on sort protégé et on évite de disperser de la famille. Et là, on voit que les résultats en termes de à la fois nombre de malades, mais surtout décès, parce que les décès, on ne peut pas les maquiller, hein. Une donnée qui est suivie, tracée, et ces décès sont extrêmement réduits dans les pays où on a mis en place cette stratégie très tôt, dans ces pays asiatiques, Singapour, Hong Kong, Corée du Sud, et puis des pays pauvres qui ont finalement fait jouer le système D, la République tchèque,
La Slovaquie a de très très bons résultats et d'autres pays, même l'Autriche qui est finalement un pays qui se rapproche de la... Alors, au final, vous voyez, hein, il y a des infographies que vous voyez certainement sur Internet, avec le risque de transmission qui se réduit au fur et à mesure des stratégies et des situations. On voit bien là encore que le risque de transmission est très réduit à partir du moment où l'émetteur est protégé, et extrêmement réduit à partir du moment où tout le monde est protégé, et le risque est proche du zéro à partir du moment où on a des distances raisonnables et où tout le monde est protégé. Alors, qu'en est-il de l'écran facial? L'écran facial, c'est la grande question à laquelle on aimerait avoir des réponses, parce que c'est quand même un dispositif qui a des avantages. J'ai déjà donné le premier, c'est qu'il protège les yeux, et la protection des yeux, c'est un élément assez intéressant, puisque le virus pénètre par là, et qu'on sait qu'il y a des Covid-19 par ce mode de contamination. Donc, au niveau des évaluations, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? Et dans la première situation, orange, là où vous voyez finalement le récepteur, c'est-à-dire non pas l'émetteur, mais le récepteur qui est équipé, on a des données. Petite inversion de notre présentation, désolé. Donc là, l'écran facial, de multiples avantages. On a parlé de la protection des yeux. Il y en a plein d'autres, en fait. C'est un dispositif qui est étanche, contrairement au masque tissé, qui n'est pas traversé de part et d'autre. Les 5% qu'on a vus qui étaient potentiellement traversants n'existent pas. On est sur quelque chose d'étanche. C'est un obstacle au geste dont on nous dit qu'il ne faut pas le faire, hein, c'est-à-dire mettre la main aux yeux, la main au nez, à la bouche. Parce que dès qu'on a un écran facial, rapidement on se rend compte quand on veut se gratter le nez que là il y a un obstacle. D'ailleurs, on l'oublie, l'écran facial, hein, le masque, on l'oublie pas. Il y a une plus grande couverture, on l'a dit, il n'y a pas besoin de réajustement. Une fois qu'on l'a sur la tête, on l'oublie, c'est confortable. Et puis surtout, il y a une grande convivialité, on voit le visage de l'interlocuteur. C'est-à-dire que pour les consultations, de ne pas voir la tête des gens que j'ai en face de moi, c'est un peu problématique. Et puis, c'est mieux toléré sur les activités à l'effort, ou bien lors de fortes chaleurs. Ça a été conseillé d'ailleurs par le Haut Comité de santé publique de France, notamment pour les activités sportives fin avril. Voilà, alors d'autres avantages, vous voyez que je suis plutôt sur les avantages que les inconvénients du masque. Les avantages de l'écran facial, c'est que c'est un dispositif qui est pu s'adapter également physiologiquement et psychologiquement à certaines personnes, les enfants notamment. Actuellement, aucune obligation pour les enfants dont on a vu potentiellement qu'ils ont une charge virale importante, chez lesquels il y a des asymptomatiques. Les enfants partent très facilement, sans souci d'ailleurs, en Corée du Sud, à Singapour, pour aller à l'école, les enfants sont équipés. Les personnes en situation de handicap, notamment les malentendants et les sourds, vous avez des petites photos là, une dame qui s'entretient avec un enfant sourd. Les personnes âgées, c'est bien mieux toléré par les seniors. Il y a des maisons de retraite qui sont équipées. Et puis les porteurs de lunettes, par rapport à la problématique de la buée avec un écran facial, pas de problème de buée. Les asthmatiques ou bien les insuffisants respiratoires qui ont du mal à tolérer le masque du fait justement de cette respirabilité qui est quand même réduite. Et puis il y a des gens qui font des intolérances et des éruptions cutanées, puisqu'il y a de la macération, de l'humidité. Donc voilà. Et puis un élément aussi intéressant, qui intéresse notamment le ministère de l'Intérieur, c'est la sécurité publique. Vous savez que le port du masque, normalement, c'est interdit. Pénalement, on n'a pas le droit d'avoir le visage masqué. Donc là, avec l'écran facial, finalement, on a une visibilité de éventuellement des gens malveillants, des voleurs, des gens qui font des délits. Et puis, ça protège des incivilités. On a vu des actes qu'on peut appeler de bioterrorisme, où des jeunes crachaient sur leur nourriture dans des supermarchés, ont craché au visage d'infirmières, de policiers, etc. Alors, il faut savoir que, quand même, le ministère de l'Intérieur a acheté des centaines de milliers, voire des millions d'écrans faciaux pour équiper des douaniers, des policiers, vous avez des photos, et sur le deuxième tour des élections municipales, il y a une grosse commande qui est passée, vous avez peut-être vu dans votre bureau de vote, des assesseurs qui étaient équipés, là on voit le maire d'une commune en train de voter, équipé, voilà, donc l'État s'est doté pour le ministère de l'Intérieur, en tout cas, des fonctions. Alors, j'en reviens aux preuves, j'ai un peu inversé ma présentation. Et là, par rapport effectivement aux preuves scientifiques, il y a essentiellement des approches par simulation 3D. Là, on voit une simulation de récepteurs équipés. Ça a été fait par Simulia, c'est une filiale de Dassault, avec différents formats d'écran, avec des écrans hauts, bas, qui protègent le front, qui remontent, avec des casquettes, etc.
on voit bien qu'en termes de performance, on a une protection relativement large. Effectivement, ce qu'opposent les gens, c'est que sur du micro-aérosol, si il y a des micro-particules qui se baladent, effectivement, à un moment donné, ça va retomber peut-être et ça va passer derrière l'écran, donc être inhalé par le porteur. La preuve de la contamination par ce biais-là, je reste un peu perplexe. Et puis, il y a des études qui ont été faites en situation expérimentale réelle, donc plus en simulation informatique, où on souffle un aérosol sur un récepteur et on regarde quel est le niveau d'atténuation. Et donc là, sur les grosses particules, avec des distances de 1,80 m, on avait des réductions de 96% de l'exposition au virus. Beaucoup moins, évidemment, quand on se rapproche. Et là, on est juste sur la protection du récepteur, pas de l'émetteur. Alors, des petites expériences qu'on va voir sur ma chaîne YouTube, où là, on évalue finalement l'efficacité de l'écran facial en utilisant un marqueur microparticulaire qui est tout simplement la cigarette électronique, la fumée de cigarette électronique. La fumée de cigarette électronique a un intérêt, c'est qu'elle reproduit des micro-aérosols avec des pics aux alentours de 0,2 microns, donc vous voyez 10 fois plus fin que l'aérosol qu'on a testé sur le masque chirurgical. Donc là, l'idée, c'est de visualiser la phase expiratoire quand je vais faire mes courses aux fruits et légumes, donc sans rien. Alors, il y a plein de séquences que j'ai pu faire avec une écharpe, avec un masque chirurgical, un masque tissé et avec des écrans faciaux. Et on voit un petit peu les fuites et ce que ça donne. Et finalement, il n'y a pas de grande différence. C'est-à-dire qu'entre un dispositif qui est un masque chirurgical ou un écran facial, on a des fuites en haut, à droite, à gauche. Et l'important, c'est finalement la cible, d'éviter d'être sur la cible. Alors, quelles sont les recommandations? Alors, ce dispositif est recommandé officiellement par des autorités de santé, notamment dans 2 États qui sont l'Oregon et la Pennsylvanie. Singapour propose également l'équipement en écran facial pour certaines personnes, les enfants, on l'a dit, les enseignants. Et puis, il y a eu des recommandations du HCSP dans son avis de fin avril, qui a donné un avis un peu différent et même très différent en mai parce qu'il a été questionné notamment sur la protection plus des soignants et des gens exposés professionnellement, donc forcément sur des expositions massives, l'écran facial seul ne suffit pas, ça s'entend complètement. Mais sur la population totale, c'est un avis qui n'est pas très argumenté, tout simplement parce qu'on n'a pas de données et qu'il n'y a aucune étude sur de la protection complète émetteur-récepteur. L'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics a également préconisé ce dispositif parce qu'ils ont des gens qui sont souvent dans des espaces ouverts, et que l'idée c'est de la protection collective des métarécepteurs. Donc, ils ont eu le bon sens de proposer ce dispositif, surtout quand il fait chaud, qu'il y a de la manutention, qu'on sue, qu'on respire, qu'on hyperventile, c'est quand même plus confortable que le masque. Quelles autres recommandations officielles? Il y a des infectiologues qui se sont manifestés, des virologues, des chercheurs, des psychiatres, des médecins hospitaliers, des gériatres, des pédiatres qui sont favorables à l'écran facial versus le masque. Donc là, vous avez la liste avec des éminents professeurs des États-Unis, notamment de l'université de l'Iowa, du Johns Hopkins University Hospital, voilà. Des gens qui ont fait des conférences que vous retrouverez sur Internet. Voilà, et puis alors en France, on a travaillé avec l'ACNOR qui s'est dit très intéressé parce que finalement la protection de l'écran facial dans sa fonction out, c'est-à-dire émetteur, c'est quelque chose qui sur le plan conceptuel, normatif, réglementaire, n'existe pas en fait. On a de la protection de soi et des autres avec le masque, c'est-à-dire le masque chirurgical protège l'autre. Le masque FFP2, FFP3, FFP1, c'est la protection du porteur. L'écran facial, on a des normes sur la protection du porteur, mais sur la protection des autres, il n'y a rien. C'est un concept finalement innovant que personne n'a imaginé, qui n'est pas normé. Voilà. Donc ils se sont dit, là, il y a un coup à jouer peut-être. Donc on a commencé à travailler, et malheureusement, la FNOR a suspendu ses travaux. Voilà, tout ça pour vous dire que malgré cette interruption de travaux à la FNOR, un référentiel a été produit, qui est en ligne, à la fois pour les gens qui veulent fabriquer eux-mêmes, mais également pour les professionnels. On a créé une page Wikipédia où il y a une petite synthèse de tout ce que je vous ai dit. Le site Stop Postillon relaye
finalement une partie de ces informations. Et puis un site qui a été créé, que vous avez là sous les yeux. Voilà Sylvano. Euh, Pourquoi la FNOR a suspendu ses travaux? Alors l'AFNOR a démarré ses travaux dans une logique qui n'était pas celle que j'ai apportée dans un second temps. En fait, l'AFNOR travaillait sur un équivalent d'une norme allégée, l'équivalent de celle qui a été faite pour les masques grand public. Donc l'idée, c'était de ne pas avoir toutes les contraintes de l'écran facial, je dirais, industriel, qui doit protéger de la projection particulière à grande vitesse, des UV. Il n'y a pas d'intérêt dans le Covid. Le Covid, c'est la projection de salive, point à la ligne. Donc ils étaient partis sur ce concept et ils avaient mis ça un peu entre parenthèses, ils étaient un peu coincés. Et quand j'ai apporté le nouvel éclairage, ça a réouvert les débats et l'idée de se lancer. Et puis on a avancé et autour de la table, finalement, il y avait des représentants de la protection de soi, notamment des travailleurs, des CNRS. Il y avait des gens qui étaient des représentants des organismes notifiés qui gagnent de l'argent par l'évaluation des écrans faciaux, la PAV, la Socotec, Adinor et d'autres. Je dirais que on était dans la protection du porteur. Les changements de paradigme faisaient qu'ils ont quitté le tour de table, ils ont dit eux c'est pas leur sujet quoi. Et l'AFNOR a un protocole à partir du moment où les experts autour de la table quittent la table parce qu'ils considèrent qu'on change de sujet, et ben on peut pas aboutir tout simplement. Donc voilà, c'est suspendu et on attend éventuellement de relancer le sujet, peut-être en septembre, peut-être jamais. En tout cas, le travail a été poursuivi par Denis Larue, qui était le chef d'orchestre, qui lui-même a des contacts au niveau européen, quelqu'un de très motivé pour, je pense, poursuivre les travaux. Et si les travaux ne se poursuivent pas à la FNOR, je pense que ça va revenir en France par un autre pays européen qui prendra la main. Et il faut savoir que le référentiel également qu'on a produit a été rapidement pris en charge et a intéressé très rapidement les Américains et les Australiens, et qu'il n'est pas exclu que par le biais de la normalisation internationale, l'ISO, ça revienne un jour avec des éléments normatifs. C'est un peu dommage que la France n'ait pas pris la main, mais c'est comme ça. Ouais, moi, ce que je retiens de toute votre démonstration, il y a plusieurs points que je retiens. Un, c'est qu'on avait raison de, comme l'ont fait la Corée du Sud, qui était le modèle à suivre, à tester massivement, comme l'a fait le professeur Raoult à Marseille, tester massivement pour isoler les malades, les protéger des autres, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, c'est celui qui est malade, quand on est protégé, qui contamine moins que celui qui n'est pas malade et qui doit se protéger. Ensuite, je vois que quand même les particules sont épaisses, parce que le SARS-CoV-2, il est à 0,1 micron. Donc, on voit bien que le masque, il va laisser passer beaucoup plus que ce que les modèles ils vous ont montré. Par contre, ça, effectivement, ça protège très bien de ce qu'on le dit toujours depuis le début. Attention, lavez-vous les mains. Pourquoi? Parce que c'est le vecteur de transmission et les postillons pour des gens qui sont malades. Et l'autre fait, c'est que là, c'est dans un monde tout joli, quoi. C'est-à-dire le masque, il est mis, mais en réalité, c'est pas ça du tout, quoi. Parce que le masque, il gêne, surtout quand il fait chaud. Donc les gens, ils le touchent, ils le détouchent, parce que ça gratte, parce que il a jamais été conçu pour que ce soit mis dans des atmosphères à 35 degrés avec du soleil, voire 40 degrés. Tandis que celui-là, moi j'ai testé, je supporte pas le masque. Mais là, franchement, il m'a pas gêné. Il m'a pas gêné. Je suis allé au soleil avec. Je peux mettre mes lunettes de soleil, je peux mettre mes lunettes. Il n'y a pas la buée, ça me gratte pas. Et puis, ce qui est pratique, c'est que quand on veut, quand on l'oublie et qu'on veut se toucher le visage parce que ça se gratte, hop, on tombe dessus, mais on tombe dessus sur ce côté-là, quoi. Parce que le masque, une fois qu'on l'a touché, c'est fini, il est mort. Normalement, il faudrait le jeter, quoi. Donc, il a plein d'avantages. Et puis, dans les vidéos qu'on a vues, les simulations, on voit que ça protège aussi bien. Et moi, je ne comprends pas, parce que pour la rentrée scolaire, là, ils prévoient d'envoyer nos enfants masqués à l'école. Alors, avoir le masque toute la journée sur le visage, c'est dur, très dur, surtout que les enfants vont toucher, retoucher, et à la fin, ils vont plus s'infecter qu'autre chose. C'est-à-dire qu'à la limite, ne mettez pas de masque, c'est mieux. Tandis que ça, au moins, c'est plus cool pour eux, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. C'est clair, la consigne, c'est facile, il n'y a qu'un faucon, faut pas toucher le masque, faut bien ajuster,
facile. La réalité est très différente. Moi, les gens que j'ai en consultation en face de moi, je peux vous dire que 9 personnes sur 10, sur les 20, 30 minutes, 40 minutes qu'on a d'échanges en consultation, 9 sur 10 touchent le masque pendant les 30 minutes où on est en face à face. C'est difficile. Quand on va faire ses courses, les personnes qui font des seniors portent le masque avec le nez qui sort. Parce que c'est inconfortable. Donc, les seniors ne tolèrent pas. Pas bien, en tout cas. Donc, effectivement, je pense que la question centrale, c'est ce qu'on nous apprend en médecine. Et d'ailleurs, en prévention aussi, c'est la question de l'observance. Quand on prescrit un traitement, s'il y a des effets secondaires, finalement, le patient ne prend pas le traitement. Là, c'est pareil, si on prescrit un masque et que derrière la personne, alors si elle le tolère et que ça va bien, alors très bien, parfait. Mais je crois qu'il faut laisser le choix, le meilleur choix, c'est finalement le dispositif qui est porté. Donc, laisser le choix aux gens et avoir de l'observance, faire des recommandations qui sont proches du réel et du terrain. Je vais faire une petite remarque sur la visière et son port, puisque moi, je suis quand même un petit peu devant cette histoire-là. Moi, j'ai beaucoup de gens qui sont venus chercher des visières, hein, alors que ce soit des personnes âgées ou que ce soit des personnes qui avaient des problématiques de respiration, ou que ce soit même, et alors ça, c'est assez extraordinaire, des mamans qui se sont inquiétées pour leurs enfants et qui en ont pris pour leurs enfants. Parce que intuitivement, et là, je vais revenir sur le sujet du masque, je rappelle quand même que le masque chirurgical, il a une fonction, hein, c'est protéger d'éléments qui viennent de l'extérieur, mais massifs, hein. Premier point. Si on veut vraiment être protégé au niveau du masque, il faudrait tous qu'on ait des FFP2. Premier point. Deuxième point, si tu n'as pas de lunettes, eh ben, que quelqu'un éternue devant toi, ben, les yeux, ils vont se retrouver aspergés. Troisième point, si on veut aller jusqu'au bout du bout du bout du bout, ça veut dire qu'il faudrait un masque respiratoire intégral. C'est pas humainement possible et en termes de moyens, c'est beaucoup trop cher. Donc, si on prend le moins bon de tous, ce serait non pas d'avoir un masque dit chirurgical, mais de prendre 2 morceaux de coton et de se les appliquer devant la bouche. Là, on arriverait déjà à avoir une meilleure protection respiratoire. Quid maintenant de la question effectivement de l'écran facial? Ben, l'écran facial, en fait, il va répondre à toutes ces contraintes-là, la double. Je protège les autres de moi-même et je me protège des autres, sachant que les visières, elles sont nettoyables facilement, sachant que ça ne va pas se rayer facilement. Quand on prend le prix d'une boîte de 50 masques et qu'on prend le coût d'une visière en général, c'est pas 200 € par mois pour une famille, hein, de se protéger avec des écrans faciaux. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi revenir un petit peu au bon sens commun. Voilà, revenons au bon sens commun. Le masque chirurgical, il est bien dans des milieux où il a son utilité et où il est né. Le masque FFP2, c'est pareil pour lui. Le masque dit FFP3, c'est bien pour lui. Mais quand on rentre sur la population en général, il faut des moyens de protection qui soient plus légers, mais qui protègent, bien entendu, et des moyens de protection qui soient plus économiques. Donc, à un moment donné, quand on regarde, quand on fait la balance, le bilan de tout ça, bien sûr que on fait des visières, bien sûr qu'on met en avant les visières, mais on les met en avant avec intelligence. C'est pas, on n'est pas là pour proposer achetez-en 10, je vous en donne 5. C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est on essaie de proposer un produit qui protège réellement la population dans sa globalité. C'est ça l'idée. Et il faut le comprendre. Et une fois que vous avez compris ça, ben vous apercevez que les porteurs de lunettes, même s'ils ont un masque, eh ben ils ont des risques parce que leur muqueuse, la peau, elle est exposée. Ça aussi, c'est un phénomène dont on ne parle pas. Grosso modo, aujourd'hui, on ne devrait pas parler de distanciation sociale, mais on devrait parler de distanciation physique. Et comme l'a dit Jean-Michel, c'est 2 mètres, pas en dessous. Avec un masque, c'est 2 mètres. Avec une visière, je peux aller à 1 mètre. Et on le démontre, et Jean-Michel l'a démontré dans les différentes vidéos, où on voit bien comment se propagent en fait les micro et les macro gouttelettes. Je pense que c'était des points importants à rappeler. Mmh. Ah, Et
Mais le gouvernement, il en a commandé plein pour le second tour des municipales. Il les a commandés comment, à qui? Parce que Alors, le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, précision, c'est pas le gouvernement, c'est le ministère de l'Intérieur qui a été commandé à quelque part en France des choses qui ressemblent à des visières. C'est l'histoire de ces visières, c'est un peu le Canada Dry. Hein. Ça a le goût de l'alcool, ça ressemble à de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. C'est le seul commentaire que je ferai sur ces visières. Parce qu'elles ne passeraient pas la norme. Comme ah, elles sont faites, elles ne passeraient pas la norme. Puisque d'accord. nous, on a normé, Vous avez pas répondu à l'appel d'offres? il n'y a pas eu d'appel d'offres. Voilà. Ah voilà, d'accord. C'est la République des copains. J'ai rien dit. Il n'y a pas eu d'appel d'offres de fait sur ces visières. Ah, ouais, c'est Par ça. contre, j'ai eu des retours. Par contre, moi, j'ai eu des retours de gens qui travaillent à l'intérieur. Je ne sais pas s'il en reste beaucoup, en fait, encore utilisables. Parce qu'en fait, c'est de la mousse. C'est une mousse très épaisse. C'est un truc, l'écran sont faits à l'emporte-pièce. Donc, ça se met. J'ai eu des résultats de gens qui ont fait les élections avec, qui ont dit, ben, j'ai mis, ça a pété. Je vous relate le terme exact. Donc, voilà, c'est bon, l'État a voulu faire quelque chose. Je sais pas si vous la voyez, celle-là, elle est très costaud, hein. Je l'ai mise plusieurs fois pour la tester. Franchement, ça casse Alors, pas. ce que vous pouvez faire, Ouais. vous prenez les deux extrémités, vous les ramenez. Les deux extrémités où il y a l'élastique, et vous le ramenez, vous le rapprochez. Comme ça? Ouais, regardez. Ah ouais. Non, non, c'est nickel, hein. Ça tient dans tous les sens. Et je peux vous dire qu'une petite fille, des petites filles de 8 ans peuvent le mettre. Pourquoi? Parce que mes petites filles, de mes 4 petits-enfants, parce que autrement je vais avoir déjà vu à la famille, les deux petites ont mis la visière, ça se passe très bien, ça fait pas mal, rien du tout. Et en plus, on peut les mettre, Oui, c'est réglable. c'est réglable en fonction des Ouais, têtes, hein. ouais. Non, c'est vachement bien fait. Évidemment, je préfère rien, mais vu qu'on nous impose le masque et que Oui, mais légalement, Sylvano, c'est pas autorisé les visières, hein. Ouais, légalement, il n'y a rien qui est obligatoire, donc ni masque ni visière, parce qu'ils se sont trompés dans les décrets. Ça, c'est mon émission avec le maître euh, Oui, Alberto Carlo Brusa. Donc, il n'y a rien qui est obligatoire, hein. alors il y a aussi un élément qui est intéressant, c'est que on peut obliger au port d'un masque, sauf que si on se trimballe avec un masque qui a une soupape expiratoire, c'est-à-dire le masque de protection, hein, les FFP2, soupape expiratoire, c'est un dispositif qui favorise la respirabilité. Et en fait, c'est un masque qui laisse passer de manière totale 100% de flux expiratoire. Il est fait pour ça d'ailleurs. Donc là, il n'y a pas de précision, enfin, j'en ai pas vu sur ce détail, qui est un détail entre guillemets qui tue, peut-être, si on est asymptomatique. La soupape expiratoire, c'est pas quelque chose qui a été, par exemple, sur lequel il y a eu une communication. Pour reprendre un peu Laurent, je n'ai pas la prétention de prouver quoi que ce soit, hein. Moi, je suis là pour faire avancer les choses. J'ai fait de l'expérimentation visuelle pour créer de l'émulation et que des scientifiques s'emparent du truc. Je pense qu'il faut faire de l'expérimentation plus avant avec des approches de simulation informatique. On a eu un contact avec Simulia. Pour l'instant, c'est entre parenthèses. Le LNE potentiellement va travailler sur le sujet. Il y a des approches possiblement microbiologiques avec effectivement des aérosols chargés en agents microbiologiques qu'on pourrait voir derrière les deux écrans s'il y a un truc qui arrive. Je pense qu'il faut avancer sur ce sujet. Je pense qu'il ne faut pas non plus attendre la preuve pour agir. On a vu d'attendre la preuve de l'efficacité pour agir, c'est une connerie. La République tchèque et les autres pays, ils n'ont pas attendu de montrer que la chaussette ou l'écharpe qu'on met devant la bouche est efficace pour demander aux gens de se couvrir le visage. Ils ont embarqué tout le monde, ils ont été proches du réel. D'ailleurs, Prusa, qui est un fabricant tchèque, a été reçu par le ministre de la Santé. On a l'impression qu'il y a une vraie intelligence collective où on entend et on écoute les gens, et on les aide et on les accompagne. Chez nous, on a le sentiment que la norme, la règle, la loi bride et que pour des raisons potentiellement qui sont des raisons de risque juridique, eh ben, finalement les gens se couvrent. Et que plutôt que de dire allez-y, faites maison,
D'ailleurs, c'est ce que le CDC a proposé. Hein. Le 3 avril, il y a un militaire tout droit, il vous explique comment faire votre masque. Hein. Il prend un t-shirt, il coupe 2 élastiques et hop, allez-y les gars. Homemade. Ben non, on a attendu le moment qui est juillet, c'est-à-dire après la bataille, quoi. Malgré tout, il faut rester prudent. Il y a des gens qui disent qu'il n'y aura jamais de deuxième vague, il y a des gens qui disent que tout est derrière nous. C'est un virus qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce que ça donne sur le long cours. C'est quand même une saloperie de virus qui rentre dans la cellule endothéliale, c'est-à-dire la cellule qui tapisse tous les vaisseaux, crée une endothélite qui va dans les cellules cardiaques. On ne sait pas si ça reste, si c'est réactivé. Il y a des virus comme le virus herpès, il reste avec nous, il y a des réactivations, refait des herpès. Le coronavirus, on ne sait rien du tout sur le long terme. Donc même des gens asymptomatiques qui sont sortis, qui ont fait potentiellement des anticorps, on ne sait pas ce qui se passe. Le virus peut peut-être se réactiver. Donc franchement, pas de catastrophisme. Là, il faut calmer le jeu, être sur du factuel, mais pas non plus d'insouciance. Donc, je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir, et puis être dans quelque chose de raisonnable, et puis du factuel. Ouais, mais bon, il y a quand même des maladies qui tuent beaucoup plus que ce virus et on n'a jamais fait un pataquès comme ça. Surtout quand je vois qu'on interdit des plages alors que tout le monde sait que les ultraviolets tuent assez rapidement ce virus. Ça devient quand même un petit peu hallucinant, cette affaire. Beaucoup hallucinant. Et je voulais j'ai perdu le fil de ma question, mais ça va me revenir. Ah oui, ben vous qui êtes docteur, Jean-Michel. Il y a aussi des personnes qui supportent pas le masque. Je sais pas, moi, les asthmatiques, il y a des personnes avec des pathologies qui supportent pas le masque. Donc, comment elles font, ces personnes? Elles vont plus faire les courses? Qu'est-ce qui se passe? Vous leur faites un certificat médical? Ah, moi, je fais pas de certificat pour les gens, population générale. Hein. Moi, je suis là sur les Non, mais bien sûr, mais un docteur normal. Bah, je sais pas, le docteur normal, ce qu'il fait, il se débrouille. Je pense que de toute façon, on est dans l'observance. Donc, entre ce qui est prescrit et ce qui est fait, de toute façon, le patient, au final, c'est celui qui gère le truc. Donc, effectivement, je pense que les gens qui supportent pas et qui ont des problèmes respiratoires ou qui se sentent pas bien sur le plan psychologique avec le port du masque, c'est ceux qu'on voit avec le masque sur le menton et qui respirent par le nez, très clairement. Ça, c'est du garantie sur facture. Ça, c'est, de mon point de vue, une évidence. C'est le différentiel, le gap entre ce qui est IACA Faucon et ce que je suis en capacité de faire. Et d'après ce que ça explose plus vers la bouche. Donc, à la limite, le masque sous le nez, c'est mieux que rien. Alors, évidemment, en termes de balistique, l'air qui sort par le nez va descendre sans doute plus vers le bas, donc on va moins contaminer effectivement la personne qui est en face de soi quand on parle, par exemple. Ça, c'est sûr. Là encore, il faudrait faire de l'expérimentation et simuler, faire de l'expérience, apporter la preuve. Voilà. Donc, sur le plan du bon sens, effectivement, si on souffle par le nez de la cigarette électronique pour visualiser le flux expiratoire, il va aller vers le sol, très clairement. Donc, c'est sans doute mieux que rien. C'est-à-dire que quand je parle avec le nez dégagé, c'est mieux que rien. Oui, sans doute. Un peu mieux que rien. Laurent, si quelqu'un veut quand même en acheter, et comment il fait? Ben, je t'enverrai le lien et tu le mettras sous la vidéo, comme ça sera plus simple. Et combien ça coûte? Ça coûte 7 euros. C'est pas cher. Excusez-nous, on n'a pas essayé de faire plus cher. Non, c'est pas cher. Non, mais comparé par exemple au prix de 50 masques, hein, comme tu disais au début, c'est pas cher. Et puis c'est pas déchet, hein, c'est pas du plastique recyclé en tout. Alors, s'il est noir, c'est du polypro recyclé. Donc déjà, c'est du plastique recyclé, c'est fabriqué en France par des Français, avec un design français, tout est made in France. Voilà. 100% made in France, au lieu de prendre des masques chinois ou de Bangladesh dont on a vu dans mes émissions précédentes que même ouvert tout neuf, il peut y avoir des streptocoques ou des staphylocoques dedans. Je sais pas, c'est quand même des trucs. Alors, petit point, pour les masques bleus chirurgicaux, si ça intéresse, j'ai le protocole de Sanitize quand tu l'as déjà utilisé, qui te permet de le réutiliser 5 ou 6 fois. Et c'est quoi? Alors, le protocole, il est tout bête. Il faut les tremper dans de l'alcool à 70 degrés. Ah bon? Déjà. Ouais. Et après, il faut les faire sécher uniquement au soleil. En fait, on utilise les 70 degrés pour les bactéries et compagnie, et le protocole avec le soleil pour les UV, pour finir de les nettoyer à peu près. Si tu plonges un masque chirurgical dans de l'alcool à 70 degrés,
Après, l'alcool à 70 degrés, ça va te coûter plus cher que les masques. Ah ouais, mais alors attendez, moi je veux bien vous donner des infos, après vous débrouillez, vous trouvez un ou deux pharmaciens sympas, On les ou si achète vous pas. avez un grand-père qui fait encore un peu d'alcool, Mm. voilà, il y a moyen de moyenner. Non, j'essaie de vous donner un protocole cool, quoi. Non, mais Mais raisonnablement, le masque grand public qui est fabriqué par des fabricants de textiles français qui ont été testés, oui, validés, c'est quelque chose de très bien. On s'en achète un lot de 5, 10, c'est bon, on est tranquille jusqu'en 2021. On les lave à la machine, 60 degrés, le temps nécessaire, et puis voilà, ça ne pleut pas. Mais voilà, on est sur un dispositif qu'on a sur la bouche avec toutes les contraintes qu'on a vues et les limites qu'on a vues, Oui, qu'il parce faut que. connaître et que les gens ne connaissent pas. Mm. Et puis, il faut aussi penser un petit peu écologie, parce que tous ces Ouais, masques en papier, là, moi, j'en vois dans la rue qui traînent par c'est pas terre, du papier. Sylvanos, c'est pas du papier, du c'est coton, du polypropylène, du polypropylène. plastique. Ah. C'est de la maille de polypropylène, c'est du plastique. ouais. Les masques Vous faites, bleus, c'est un vrai polluant. vous C'est faites un un, vrai polluant, hein. vous faites un test d'ailleurs. Vous prenez un masque chirurgical, vous le posez sur un verre avec la petite cupule, vous mettez de l'eau dedans et vous revenez 3 jours après, il n'y a pas une goutte qui a traversé. Hein. C'est pour vous dire que le poids de l'eau et la respirabilité fait qu'il y a de la résistance. C'est-à-dire que l'eau ne va pas traverser en fait. Même après, j'ai testé là 3 jours, ça ne traverse pas. Donc le liquide, le fluide, finalement, s'il est pulvérisé, va circuler là où il peut, c'est-à-dire il va sortir là où il peut, c'est-à-dire par les flux. Mais pour traverser, non, très peu. Faites le test, c'est rigolo. Ouais, donc, c'est un sacré polluant, quoi, Laurent. Oui. Donc, comme l'a dit Jean-Michel, si pas de visière, équipez-vous de masques fabriqués par nos industriels en France, parce qu'on a des masques qui restent en stock. C'est pas la peine d'aller acheter du masque qui va polluer. Vaut mieux aller acheter un masque qui soit en tissu, qui protégera beaucoup mieux que le masque polluant et qui permettra en fait d'être un peu plus écolo. Voilà. Eh ben, sur ces bons mots, si personne n'a rien d'autre à rajouter, je vous remercie tous les deux. Tenez-nous au courant, hein, surtout des avancées, parce que moi, je vois pas pourquoi. J'aimerais bien que, bon, moi, pour la rentrée, si déjà on oblige à porter des masques, que les enfants ils portent ça plutôt que les masques, quoi. Donc, si on... Alors à Colmar, alors juste à Colmar, il y a une institution qui a équipé tous ses professeurs et il y a un département dans la région Grand Est qui a équipé tous les professeurs de Visière. C'est bien D'accord. de savoir. Il y a des institutions qui ont fait le travail. Mais, et alors, ils vont porter ça plus le masque ou que ça? A priori, ils porteront que ça. Cool. Bah, écoute, on fera pareil pour les enfants, hein. On va envoyer les enfants avec équipés de ça. On met le lien et puis on verra bien s'ils les renvoient à la maison. Hein? Ben, merci de nous avoir invités. Ouais, Jean-Michel, Laurent, continuez le combat. Merci à vous deux. Bonne soirée. bonne soirée. Bye bye. Au revoir.